Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et coach motivationnel. Je suis ravi de vous retrouver une troisième fois cette saison dans la section L'interview du coach. Nous allons cette fois-ci en direction de Zurich, en Suisse, pour rencontrer Smail Lebdi, un sportif marocain amateur avec une façon de réfléchir hors du commun. Smail est ingénieur et spécialiste en mathématiques et actuellement consultant. On va à travers lui découvrir comment résoudre les équations du sport grâce au pragmatisme. Sans plus attendre, allons le découvrir. Bonjour Smaïl, comment vas-tu? Je te souhaite la bienvenue donc dans l'interview du coach, qui est donc cette nouvelle section que je lance sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai décidé d'intituler ton passage avec nous l'art de résoudre les équations du sport grâce au pragmatisme. Parce qu'on sait que le sport, il y a pas mal d'incertitudes et Mm. ta façon de réfléchir et ta façon de voir les choses donc m'intrigue énormément et je suis ravi de pouvoir discuter de ça avec toi. Donc si d'abord tu pourrais juste te présenter brièvement avec qui es-tu, que ce soit qui est Smaïl, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie et pourquoi veut-il traverser le détroit de Gibraltar avec moi. Ok. Bonjour Hassan. Merci déjà de m'inviter pour ce troisième podcast. Alors, qui suis-je? Donc, Smaïl. Je suis né en 93 à Casablanca. Du coup, j'ai grandi au Maroc pendant mes premiers 18 ans. C'est là où j'ai commencé à pratiquer beaucoup de sports. J'ai fait pas mal de sports. J'ai commencé par du tennis. J'ai joué au basket, au foot. J'ai pratiqué du vélo et plein d'autres sports. Et là, on va dire, j'ai commencé à ma pratique sportive, que ça soit avec les amis ou que ça soit dans un club. Peut-être qu'on va on reparler par la suite. Ensuite, après mon bac, je suis parti en France pour continuer mes études. J'ai passé là-bas une dizaine d'années, 10 ans, euh, où j'ai été diplômé en école d'ingénieur en mathématiques et aussi j'ai eu un master en gestion des risques financiers. Par la suite, j'ai commencé à travailler sur Paris dans le conseil, donc en risk management, en risk advisory. J'ai passé 4 ans et quelques là-bas. Et ensuite, il y a quelques semaines, je viens de déménager à Zurich, en Suisse, pour commencer une nouvelle vie euh, avec plein de challenges personnels ou professionnels. D'accord, merci. Donc, c'était une brève introduction assez intéressante, très condensée. Ça se voit que tu as fait quand même pas mal de choses là, donc durant ces dernières années. Et moi, ce qui m'intéresserait, du coup, je voudrais rebondir sur. Tu as pratiqué plein de sports, tu parles de tennis, de foot, de vélo, de basket surtout. Quelles sont les valeurs, par exemple, que tu as pu apprendre ou à travers, ou qu'est-ce que tu as permis de développer ta pratique sportive? Je pense que les valeurs, dans chacun des sports, j'ai pu développer certaines valeurs, mais le sport que j'ai pratiqué le plus, c'est le basket. J'en ai pratiqué pendant 6 ou 7 ans euh, dans un club avec des matchs, avec des entraînements. Euh, et c'est tout d'abord en fait un esprit d'équipe, parce que voilà, le basket, ça se joue à 5 et pas tout seul. Déjà développer cet esprit d'équipe, développer au fait une capacité aussi à ne rien lâcher. Comme tu le sais, dans le basket, tu shootes beaucoup. Du coup, des fois tu marques, des fois tu ne marques pas, et tu dois pas t'arrêter au fait à un seul shoot. Le match, il dure 40 minutes. Tu ne dois pas t'arrêter à un seul échec et tu dois réessayer en fait à chaque fois, tout en corrigeant à chaque fois en fait ta position et d'essayer d'apprendre à chaque fois si je rate un shoot à 3 points, d'essayer rapidement de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce shoot n'était pas bon, parce que c'était ma position de ma main qui n'était pas bonne. Est-ce que c'est la puissance que j'ai mis qui n'était pas bonne? Est-ce que le défenseur qui était devant moi qui m'a gêné et du coup, j'étais pas en capacité de shooter à l'aise. Et du coup, on va dire inconsciemment, tu essaies de corriger ça la fois d'après. C'est Et c'est- c'est intéressant ce que tu dis parce que là déjà tu essayes de corriger, mais en fait c'est
tu dis à ton cerveau, il faut que mon corps se corrige, mais finalement, il corrige on dit par corps. On n'apprend pas par cœur, mais par corps. Et on va dire, au fur et à mesure que tu fais les choses, ton corps, il trouve sa place pour réaliser le shoot parfait. Ça, d'une part. Mais deuxième chose que tu as dit intéressante, c'est que l'échec s'accepte et se digère très rapidement dans le basket. On rate son tir et on passe à autre chose. On va pas rester en train de ruminer donc l'échec. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant dans la vie. Ça nous apprend à nous relever très vite. Ouais. Et aussi le fait que ça soit des valeurs qui sont venues, on va dire, de manière automatique. Je pense que j'en étais pas forcément conscient à ce moment-là, mais c'est au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai lu certaines choses, que j'ai découvert de nouvelles choses, que je me suis rendu compte en fait que j'ai développé certaines valeurs dans ces sports-là. Bah, totalement. Moi, ce que je préconise toujours aux gens qui ont des enfants, c'est de les initier à n'importe quel sport dès l'âge de 4 ans pour qu'ils puissent développer, en plus donc de ces valeurs qu'ils vont intérioriser inconsciemment. Il y a aussi toute cette partie, on va dire, motrice. On développe la motricité et même si après on ne fera pas ce sport-là, même si on ne sera pas nageur, mais si on en fait quand on est dans notre jeunesse, on développe cette motricité qui pourra nous permettre d'être champion dans un autre sport ou peut-être dans un autre domaine, peut-être pas dans le sport, mais la pratique sportive, je pense qu'elle permet de transposer à d'autres facettes de la vie plus tard et elle nous forge un bon mental, comme c'était ton cas avec les tirs ratés, mais aussi certaines valeurs qui ont été plantées comme ça, comme des graines et qui germeront par la suite. Voilà. Exactement. Alors, tu as parlé donc de ta pratique sportive passée, mais aussi tu as fait des études assez poussées. Donc, ingénieur en mathématiques avec le master que tu as réalisé par la suite et puis le travail que tu fais actuellement de consultant. Pourrais-tu me dire comment ça t'aide cette formation professionnelle, euh, éducative et professionnelle dans ta pratique sportive, par exemple? Oui, je pense que alors peut-être le point qui me revient là et que j'utilise, on va dire, dans ma pratique sportive, c'est en mathématiques quand on arrive à, à un certain nombre, enfin à des problèmes complexes. Une des approches qu'on adopte, c'est de décomposer au fait le problème en sous-problèmes et si c'est possible bien sûr, et de résoudre en fait chacun des sous-problèmes. Et ça va nous permettre de converger vers la solution finale en fait du problème complexe. Et ça, ben, on retrouve totalement le parallèle avec le sport. C'est-à-dire quand on va faire une épreuve d'endurance, et ça c'est une approche qui je pense qu'utilisée par pas mal de personnes, c'est de décomposer en fait cette course en petites courses. Je ne sais pas, je vais faire 10 km à la nage, je vais le décomposer en deux et demi, en quatre, et je vais commencer par mes premiers deux et demi. Je l'ai fait. On va dire, j'ai résolu mon premier sous-problème, et par la suite j'enchaîne ainsi de suite jusqu'à arriver au bout. Et je pense que ça c'est un des outils ou en tout cas des approches que j'ai pu apprendre lors de mon cursus universitaire et que je réutilise aussi dans le sport. Totalement. Moi, j'ai vécu ça aussi en tant que sportif. C'est vrai que ça nous permet aussi, même mentalement, de pouvoir mieux gérer on va dire la difficulté qui nous attend. Si on voit qu'on a toute une montagne à gravir, ça peut miner le moral. Alors que si on essaye de chercher que le camp de base, ben ça ira mieux et on pourra moins nous auto-saboter. Voilà. Ouais. Du coup, ce qui m'intéresse, je voulais te donner un exemple. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir aussi sur cet esprit, on va dire un peu cartésien, mathématique que j'ai pu développer. Ça m'a permis aussi d'avoir un certain pragmatisme en fait pour approcher les différentes courses, les différents entraînements, les différentes préparations, que ça soit dans la vie pro que dans la vie, enfin dans la vie sportive ou dans la vie pro. C'est-à-dire que j'essaye de voir en fait la chose, en tout cas l'objectif que je vais me définir, que ça soit dans la vie pro, avoir une certification X ou atteindre un certain niveau Y, ou dans la vie sportive de me dire ok, ben j'ai envie de faire la traversée, j'ai envie de faire le half Ironman, j'ai envie de faire un marathon, d'essayer au fait de définir ça comme un processus
qui va se décomposer en fait en deux, trois étapes. Une première étape où je vais commencer par me dire j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ce marathon, j'ai envie d'avoir cette certif, j'ai envie d'avoir ce poste-là, et par la suite de définir en fait un processus qui va me mener vers ça. Et à ce moment-là, j'essaie de définir un peu quels sont les skills dont j'aurai besoin pour arriver au fait à cet objectif-là, et par la suite de définir une sorte de feuille de route. Par exemple, pour la traversée, bah, c'était le plan d'entraînement que tu nous as défini, euh, qui allait nous permettre d'arriver au bout le jour J prêt pour atteindre cet objectif. Ou encore une certification dans la vie pro, bah, il y a un certain nombre de choses à connaître, un certain nombre de skills à développer pour atteindre l'objectif. Ce qui m'intéresse, on va parler de deux choses là, dans ce que tu viens de dire. La première, c'est, tu parles de pragmatisme, et ce que tu dis déjà, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à réussir certains défis, la façon de me préparer pour que mon corps arrive comme il faut le jour de l'épreuve. Mais il y a toujours dans le sport un volet d'incertitude. Dans mon cas, par exemple, et là, juste dans le cas à cause du Covid, on devait tous traverser le détroit de Gibraltar au mois de septembre 2020, chose qui n'a pas été faisable. Euh, Pareil, moi, par exemple, pour traverser la Manche, j'ai passé quand même une année à m'entraîner. Je suis allé pendant 15 jours sur place à Folkestone, à côté de Dover, et j'attendais tous les soirs. J'appelais le pilote à 7 heures du soir. Si c'était possible, il fallait être debout à 2 heures du matin pour traverser. Et pendant 15 jours, ça s'est pas fait. Donc, comment tu peux gérer une certaine incertitude comme celle-là, de ne pas pouvoir faire ta traversée du détroit de Gibraltar, euh, malgré avoir de façon pragmatique préparé tout le reste? Bah, je te donne un exemple, enfin l'exemple de la traversée et du fait qu'on n'ait pas pu la faire en septembre 2020. Comment j'ai approché au fait cette, on va dire ce décalage dans le temps pour atteindre cet objectif, c'est que moi le fait de le traverser au fait le détroit de Gibraltar, c'était une finalité. C'est-à-dire que ce qui était important pour moi, c'est d'abord en fait le processus qui va me permettre de me dire, moi, Ismaël, je suis incapable aujourd'hui de faire 3000 mètres sans m'arrêter, à moi, à J-20 de la traversée, je suis capable de faire 10 km, 14 km, 15 km à la nage. Et au fait, euh, il faut pas s'arrêter uniquement au fait de ne pas être capable le jour J de faire la traversée, mais de voir en fait tout ce qu'on a pu parcourir. C'est-à-dire que moi, le jour de la traversée, même si ça s'est pas fait, mais je me suis dit ah tiens regarde, il y a 9 ou 10 mois, tu étais incapable d'enchaîner 3 kilomètres sans t'arrêter. Regarde là aujourd'hui, tu es capable, j'ai pu faire même en juillet d'ailleurs un 10 kilomètres à la nage. Du coup déjà là, je pense que j'ai franchi un grand pas, j'ai pu développer pas mal de choses, et déjà ça c'est une fin en soi. Bah, ce que tu dis, c'est très bien dans le sens où moi, c'est ce que je préconise aussi, c'est quand on nage, il vaut mieux réfléchir, être dans l'instant présent et réfléchir à ce mouvement de bras après l'autre au lieu de penser à l'arrivée, qu'une fois qu'il va arriver, ce but disparaîtra. C'est la définition d'un but. Une fois atteint, c'est plus un but. Et donc, il faut être dans la finalité, comme tu dis. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est que tu es mathématicien, et les mathématiciens cherchent le résultat. Toi, tu as aussi ce côté, même si tu le sais pas, je pense, tu as aussi ce côté très taoïste dans la façon de réfléchir, très dans l'instant présent. Et c'est quelque chose aussi qui m'interpelle parce que tu parlais tout à l'heure de certification. Et il y a quelque chose dans ta façon de réfléchir qui est différente de quelqu'un qui va être, on va dire, très cartésien. Euh, tu as dû passer une certification, je sais, professionnelle récemment, où la plupart des gens qui passent cette certification donnent une période de temps donnée pour la réaliser. Or, toi, tu l'as réalisée en moins de temps, parce que tu as eu ce déclic de te dire, ben, je peux le faire. Tu as cru en fait, tu as cru. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu peux croire réussir ce qui est de prime abord pour les autres paraît impossible ou paraît difficile en un certain temps donné, et que toi, tu t'ouvres cette possibilité de pouvoir le faire?
je pense que là tu soulèves un point très important qui est le fait de croire en fait en notre capacité à pouvoir arriver à un certain nombre d'objectifs. Et je pense que c'est la première étape dans chacun de mes objectifs, de me préparer psychologiquement à me dire, moi, Smaïl, je suis capable euh, faire de faire la traversée, par exemple, du détroit de Gibraltar, de faire un Alpha Ironman, de faire un marathon. Je pense que là, l'aspect psychologique, il est très important parce que à certains moments, dans une course, bah, en fait, le corps n'est plus forcément là, il n'est plus présent. Et c'est plus en fait le cerveau qui va faire en sorte de faire bouger ton corps. Je donne un exemple. Quand j'ai fait en juillet 2020, j'étais parti dans un swim camp de 4 jours à Lisbonne. Et l'objectif, c'était de faire une longue traversée, enfin une traversée, de nager pendant autour des 8 kilomètres. Et au final, sur ces 4 jours, j'ai pu faire 24 kilomètres avec une séance où j'ai pu faire 10 kilomètres. Et cette séance-là, quand j'ai commencé la séance, j'étais parti pour faire 7 kilomètres. Au fur et à mesure, au fait, de la nage, à un moment, j'étais à 7 kilomètres et au fait, je me sentais dans une certaine, comment dire, dans une certaine euphorie. Et au fait, j'étais tellement bien que j'ai dit à André, au fait, qui m'accompagnait en kayak, je peux continuer, on continue. Il m'a dit pas de problème. Du coup, on a continué. Je suis arrivé aux 10 kilomètres. Du coup, cet aspect psychologique, je pense qu'il est super important. Et avant de se lancer dans un objectif, si on n'est pas capable de se dire oui, je suis en capacité de faire ci ou en capacité de faire ça, bah en fait on part déjà avec un pas en arrière. Ce que j'aime bien en toi, c'est il y a un équilibre. Tu me parles aussi d'euphorie, mais je sais que chez toi, c'est mesuré quand même. Il y a cette force tranquille qui fait que tu arrives à économiser ton énergie, tu arrives à profiter de l'instant présent, tu arrives à... En fait, t'es dans le juste milieu. Et en fait, même si tu le fais, c'est ta nature. Moi, je trouve que c'est un atout, c'est un ingrédient que je noterai essentiel à divulguer aux gens que je coach sur l'importance de garder cet équilibre. Donc, je pense que ton esprit pragmatique et mathématique te permet d'être continuellement dans la balance. Maintenant, on a parlé du côté professionnel, du côté sportif. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es au niveau familial, tu es le Benjamin, non? Vous êtes 3 frères et une sœur. Et la question que je te pose, c'est comment le fait d'être le plus jeune t'a permis de développer, on va dire, de certaines connaissances juste par l'observation par exemple, de comment l'éducation de tes parents vis-à-vis de tes frères et sœurs, sur les échecs et les réussites de tes frères et sœurs avant toi. Voilà, comment l'observation et cette situation familiale t'a aidé. Ouais. Je pense que là encore, tu touches un point important, c'est l'environnement de façon générale. Euh, L'environnement, je pense que ça joue un rôle important dans dans ma construction personnelle parce que ce qui fait ou en tout cas les valeurs et ce que je suis aujourd'hui, en fait, c'est grâce aux différentes personnes que j'ai pu rencontrer euh, tout au long de ma vie. Et ça commence dès l'âge tout petit par les parents, par mes 2 grands frères, ma grande sœur. Euh, et au fait, ça permet, ou en tout cas, ça permet d'apprendre des différents échecs, des différentes réussites, des différents shortcuts que l'un ou l'autre a pu prendre et d'essayer en fait de les appliquer dans sa vie perso. Parce qu'en fait, des fois, généralement, ce qu'on nous dit, c'est OK, faut avoir un mentor, quelqu'un extérieur de chez qui on va apprendre, on va voir son parcours, etc. C'est très bien. Hein. Mais je dis que une façon plus simple, c'est de voir en fait juste dans son entourage. Je pense que dans notre entourage, il y a forcément quelqu'un qui peut nous inspirer et on peut
ça peut ne pas être une seule personne, ça peut être en fait plusieurs personnes. Et ce qui était mon cas, c'était mes parents, mes frères et sœurs, et ce qui m'a permis en fait sur différents aspects, que ce soit la partie éducation, que ce soit la partie formation, que ce soit la partie pro, la partie sportive, c'est d'essayer d'observer, de voir ce qui marche pas. Euh, Même si à ce moment-là, en fait, dans ma jeunesse, je pense que c'était quelque chose de naturel et que je m'en rendais pas forcément compte. C'est par la suite que j'ai compris au fait que c'était quelque chose de naturel d'essayer de voir au fait qu'est-ce qui marche pas et d'essayer d'appliquer. Même si je vais me bourrer peut-être des fois ça va pas marcher, mais au moins j'aurais peut-être gagné. Si j'ai gagné une semaine sur un process, bah, c'est déjà très bien. C'est très intéressant et ce qui est aussi, en plus, on va dire, de l'observation qui t'a apporté tout cela pour gagner du temps dans ton apprentissage, il y a aussi le fait d'être dans une famille de quatre frères et sœurs, ça te permet aussi de développer ton esprit de compétition. Je sais aussi que tu as été très compétitif avec un de tes frères, avec qui tu faisais des compétitions de course, non? En Amsterdam, c'est ça? Ouais, en fait, avant, même si je faisais beaucoup de sport, je courais aussi, etc. Mais je faisais jamais de course, on va dire officielle, où j'avais une course de 10 kilomètres ou autre. Et la première fois, en fait, que j'ai fait ma première course, c'était avec mon frère qui habite à Amsterdam et qui m'a gentiment invité à faire une course de 10 miles. Donc ça fait 16,6 kilomètres qui partait de la ville de, en fait, ça s'appelle la course, ça s'appelle Dam to Dam. En fait, c'est de la ville de Amsterdam à Zaandam. Et voilà, c'était un challenge entre nous de voir qui allait arriver en premier. Et ça, c'était vraiment ma première course. Je l'avais gagné la première fois, donc c'était en 2016. Et l'année d'après, bah, c'est lui qui était arrivé en premier. Et on va dire que c'était un peu les prémices des différentes courses que j'ai pu faire par la suite. Mais à quel âge tu penses avoir développé ton esprit de compétition qui est important? Il y a une compétition saine qui se fait, mais même la compétition avec soi-même. Mais à quel âge tu penses l'avoir développé de façon comme ça inconsciente? Bah, je pense que c'était très jeune. Euh, le premier souvenir où j'étais en mode compétition par rapport à quelqu'un d'autre, même si enfin ça remonte à quelques années, c'était quand j'ai commencé mon premier sport, c'était le tennis. Et dans le tennis, ouais, je me rappelle, j'étais encore même peut-être plus petit que le filet quand j'ai commencé. On faisait à la fin de chaque séance, on faisait ce qu'on appelait en fait suicide, où tu mets la balle au niveau des chaque trait et fallait récupérer chacune des balles et revenir la déposer. Et je pense que c'est ça le premier souvenir que j'ai. Mais en tout cas, là où j'ai vraiment développé cet esprit de compétition, c'est plus pendant mes 6-7 ans, quand j'ai pratiqué du basket en club, avec des matchs, des compétitions, des entraînements, etc. Bah, bien jouer en entraînement pour pouvoir jouer les matchs. C'est là, en fait, on va dire que j'ai vraiment développé, en fait, cet esprit de compétition et qui euh, par la suite, on va dire qu'il s'est développé dans un autre type de compétition. Euh, D'abord, ça a commencé avec la compétition avec les autres, et ensuite, ça s'est transformé dans une compétition avec moi-même. Euh, C'est-à-dire que quand je jouais les matchs de basket, bah, c'était la compétition avec les autres équipes, c'était la compétition aussi dans l'équipe parce que fallait être parmi les 5 pour jouer. Et ensuite, au fur et à mesure que j'allais vers des sports individuels, que ce soit la course, que ce soit le triathlon, que ce soit la natation, bah, c'était devenu au fait une compétition avec moi-même dans la mesure où je me disais, bah ok, t'as X skills aujourd'hui, t'as envie de devenir meilleur le lendemain, bah qu'est-ce que tu dois faire pour le devenir? Et c'est cet enchaînement, en fait, on va dire cette évolution que j'ai eue entre, on va dire, Smaël qui pratiquait du basket en équipe et aujourd'hui avec la nage et le triathlon. Est-ce qu'on peut dire, là tu me parles des sports individuels que tu es en train de pratiquer et cette compétition que tu as avec toi-même.
est-ce qu'on peut dire aussi que le fait de se sentir à l'aise avec soi-même nous permet d'évoluer dans le sens où je sais qu'il y a aussi ce concept, tu es quelqu'un donc de social, bien entendu, mais tu es à l'aise, tu aimes aussi la solitude et tu es à l'aise quand tu te retrouves avec toi-même. Est-ce qu'on pourrait parler de ce sujet? Oui, euh, oui, enfin c'est totalement ça. J'aime bien en fait passer des moments tout seul où je serai faire une balade pendant un entraînement tout seul. C'est-à-dire que j'ai aucun souci à prendre mon vélo et sortir faire 100 bornes tout seul en vélo. Et du Au coup, contraire, bah, pardon. Et au contraire, en fait, c'est un moment de plaisir de sortir, être tout seul, me balader en vélo, m'entraîner. et ce que Voilà. j'ai envie de savoir sur ces 100 bornes de vélo, par exemple, est-ce que ton cerveau, c'est comme un ordinateur qui, on va dire, se remet en question, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui, ce que j'ai pas fait aujourd'hui, qui te permet demain d'être meilleur parce que tu es dans la remise en question continuelle qui est importante dans la construction de chacun. Oui, c'est sûr que c'est 100 kilomètres, c'est sûr que j'ai réfléchi à beaucoup de choses et il y a on va dire un processus de réflexion qui se met en place et au fait où je vais me remémorer un certain nombre de choses. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Mon entraînement de la veille, un truc pro que j'ai pu faire la veille que j'aurais pu mieux faire, euh, quelque chose que j'ai pas bien géré que j'aurais pu bien gérer. Et je me remets un peu dans cette situation pour essayer de voir qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et Et donc, du coup, vu qu'on parle tu parles de basket et tout, je pense que c'est aussi intéressant que dans ces moments-là, tu es peut-être quelqu'un qui renvoie pas la balle à quelqu'un d'autre. Tu reconnais tes fautes peut-être et tu es pas là à dire c'est la faute d'autrui, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif, non? Donc, tu es constamment à te remettre en question toi, mais aussi à ne jamais jeter la balle à quelqu'un d'autre, je pense, non? oui, c'est clair. Et je rebondis aussi sur un point dont tu as parlé tout à l'heure. Je pense il faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Et je pense que c'est un travail que chacun fait dans une certaine mesure à son niveau, mais enfin, c'est un travail, je pense, qui est important parce que des fois, euh, certaines problématiques ou certains points critiques peuvent se développer à cause d'un certain problème qu'on a avec soi-même et la capacité au fait de sortir, faire des activités tout seul, en fait, ça me permet justement d'avoir en fait ce moment de réflexion pour me remettre en cause et voir qu'est-ce que je peux changer pour bah, soit pour aller plus vite, soit pour corriger un certain point, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des gens ont besoin de l'activité sportive pour pouvoir, on va dire, canaliser leur énergie. Mais moi, je pense que toi, tu fais du sport, mais c'est pas ce qui te permet de te canaliser. Moi, je pense que c'est ton processus de réflexion qui te permet de t'auto-canaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, C'est pas le fait de sortir la dopamine et de sortir c'est plutôt le process que tu mets en place dans ta façon de réfléchir. oui, c'est clairement ça. C'est-à-dire que cette façon de s'auto-canaliser, je peux l'avoir aussi pas forcément en faisant de sport, en me posant quelque part dans un parc, en prenant un bouquin et ça me permet justement de réfléchir et de m'auto-canaliser. Je pense que le sport, c'est plus une manière pour moi déjà de me retrouver. C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est-à-dire que quand je suis là en train de courir ou je suis en train de nager, euh, quoique même en nageant, c'est quelque chose que j'ai appris parce qu'au départ la natation c'était pas quelque chose euh, où je me plaisais. C'est-à-dire quand j'ai commencé le triathlon, la partie que j'aimais le moins c'est la partie natation. Et c'est quelque chose que j'ai pu développer justement avec les entraînements que j'ai pu faire avec toi, euh, en tout cas que tu nous as partagé. En fait, au départ, on va dire, je dirais pas un supplice, la partie natation, mais c'est pas quelque chose que j'aimais. C'est-à-dire aller à la piscine, faire les 2000, 3000 bornes, c'était pas quelque chose que j'appréciais
forcément, je préférais aller courir ou aller faire du vélo. Mais au fait, qu'est-ce qui faisait que je me sentais pas à l'aise? Bah, c'est tout simplement que j'avais pas les bons skills pour me sentir à l'aise dans la natation. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure des semaines et des séances qui s'enchaînaient, bah, je me sentais de plus en plus à l'aise et, euh, et j'ai commencé au fait à aimer petit à petit ces séances de natation. Et jusqu'à au moment où je sortais avec Hicham justement, on partait en mer faire quelques bornes euh, dans l'océan. Et ça devenait, en fait, c'est devenu un plaisir. Et sur ce point, en fait, je vais rebondir et je vais parler d'un aspect, au fait, qui est aussi important pour moi. C'est la gestion, en fait, de la psychologie ou la gestion des sentiments ou la gestion du cerveau. Je ne saurais pas comment nommer ça, mais au fait, c'est cette capacité de se dire, ok, je suis dans une situation X, quelle que soit cette situation, que ce soit dans l'environnement pro ou sportif, et de se dire, ok, je suis mal à l'aise, mais je sais que je suis mal à l'aise parce que je ne maîtrise pas cette chose-là, et de se dire que c'est pas grave. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, c'était un frein. Me sentir mal à l'aise, c'est-à-dire je coupe et j'arrête là et je vais pas avancer. Et au fur et à mesure de mes différentes lectures, etc., et des différentes vidéos ou autres que j'ai pu voir, et aussi des personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours professionnel et personnel, je suis arrivé au stade où je me dis, OK, je me sens mal à l'aise, c'est une situation que je n'aime pas, je suis conscient que je suis dans cette situation et je suis conscient que mon cerveau ou mon corps réagit comme ça parce qu'il y a une part d'inconnu ou parce que je n'ai pas les bons skills dans cette situation. Et de me dire, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Ah, Et ça, je pense que c'est important. oui, mais je pense que c'est important, mais je pense que, tu vois, ça fait partie aussi de ta façon de réfléchir. Tu me parles d'inconnu, ça fait penser à X en mathématiques. Tu me fais parler du processus que tu vas aller intérioriser petit à petit, et comment tu vas sortir de ta zone de confort, mais tu es en train de me le dire d'une façon réfléchie. Et ça, ce qui m'intrigue aussi, c'est, du coup, comment pousser les gens enfin, tu as eu de la volonté en fait. Tu es quelqu'un qui a eu de la volonté à vouloir apprendre. Enfin, ça me touche aussi que tu me dises que tu t'es développé en natation. Ça veut dire que mon coaching n'était pas si mauvais, mais tu as quand même eu la volonté d'accepter ce que je t'ai donné. Et donc, tu pourrais me parler un peu de cette volonté qu'on peut mettre en place, d'une part, et je te donne la deuxième question, comme ça tu réponds tout d'un coup, sur si tu me devais donner les ingrédients d'une mentalité de gagnant, que ce soit professionnel ou sportif, comment ça serait? Voilà, c'est les deux questions que j'ai, la volonté et la mentalité de gagnant. Mais en fait, la volonté, je pense que c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui va se développer en un jour, une semaine ou quelques mois, mais c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Euh, et en fait, il y a quelque chose auquel je crois, c'est le fait, en fait de mettre en place des projets, que ce soit dans ma vie perso ou pro. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'aime bien ce que je fais, c'est-à-dire le conseil. On travaille en projet, on enchaîne les différents projets, on passe d'un projet à l'autre. Et au fait, c'est un peu cyclique. C'est-à-dire que on commence un projet qui va durer 3-6 mois, on a un nombre d'objectifs à atteindre, on va mettre en place un processus. Et en fait, cette volonté d'atteindre les objectifs, c'est, comment dire, je ne saurais pas dire à quel moment en fait j'ai développé cette volonté d'atteindre ces objectifs-là, euh, mais au fait, c'est une envie d'être meilleur de jour en jour. C'est-à-dire, cette envie de devenir meilleur de jour en jour, comment elle va se traduire dans la vie, dans la vie, on va dire, réelle, c'est de développer un certain nombre de skills. Et de développer un certain nombre de skills, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire d'être engagé sur un certain nombre de projets.
que ce soit pro ou sportif. Et d'être engagé dans des projets, bah, ça veut dire d'avoir en fait cette volonté de les réussir pour pouvoir atteindre, développer ces skills-là. C'est pour ça que moi, tu sais, lorsqu'on échange, on avait discuté sur, moi je te disais par exemple quand je suis en pleine performance sportive, j'ai, on va dire, il y a un tigre qui sort de moi et je suis très euphorique et j'exprime ça et la terre entière me voit euphorique. Ouais. Contrairement à toi où tu es dans cette euphorie mais mesurée, on ne sait pas en fait que tu es heureux en fait, c'est un sentiment que tu as en toi. Et j'allais te poser la question, elle est où ta passion, on va dire, la passion dans tout ce pragmatisme. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que ta passion, c'est celle du travail bien fait, tu vois. Et c'est vraiment le fait ta passion, c'est de réussir des objectifs. Ta passion, c'est de t'outiller. Ta passion, c'est de décortiquer des process et d'atteindre tes objectifs. Je ne sais pas, est-ce qu'on est dans Oui, cette... oui, c'est totalement ça. Hein. Il y a une certaine satisfaction qui se développe et qui est là une fois que j'ai atteint certains de mes objectifs. Et c'est pour ça aussi que j'arrive aussi à faire le parallèle entre cette vie, on va dire, pro et la vie perso slash sportive. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Bah, écoute, j'avais encore quelques questions parce que là, on a parlé aussi de la solitude, sur pas mal de ta façon d'être. Donc, comment quelqu'un d'introverti comme toi arrive à concilier euh, sa personnalité avec le sport ou dans le sport où on est censé... parce que c'est comme si quand tu rentres sur un terrain de basket, tu n'es plus cette personne introvertie. Tu es le meneur de l'équipe, tu joues. Comment on va dire, on peut concilier la personne qu'on est dans le sport et la personne que l'on est dans la vie, quoi. Euh, en fait, comment dire, de nature, je suis quelqu'un d'introverti. Je pense que tout mon entourage le sait. Mais même si je suis quelqu'un d'introverti, c'est pas une raison pour le rester toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai essayé de m'ouvrir petit à petit, que ce soit pendant mon adolescence, aussi même maintenant, je continue à le faire, d'essayer au fait de m'ouvrir un peu plus vers les autres. Mais comment je fais, par exemple, quand je jouais au basket, de sortir en fait on va dire, de cette bulle pour mieux jouer avec les autres. En fait, le basket, si je suis en train aussi de réfléchir hein, par rapport à ça, mais je pense que c'est du non-verbal. Même si, oui, c'est du non-verbal dans la mesure où il y a une stratégie qui est définie par le coach, il y a des systèmes qui sont mis en place, des systèmes d'attaque, des systèmes de défense, et en fait, ils sont assimilés par l'ensemble des joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de trop parler, mais c'est des systèmes qui sont déjà mis en place. Il y a des signes qui sont mis en place aussi. Et, euh, et c'est comme si quand je rentre dans ce cours-là, en fait, c'est automatique. Il n'y a pas besoin de sortir, on va dire, de ma petite bulle. En fait, ce qui m'intéresse, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que comment ça serait être dans la tête de Smaïl lorsqu'il rentre dans un match de basket? C'est-à-dire, il est là, il est heureux de gérer la pression, par exemple, du public, il est heureux de savoir appliquer les tactiques du coach, il est heureux de réaliser les interactions avec ses coéquipiers. Et tout ça, tu l'analyses. Est-ce que, en fait, tu analyses tous ces paramètres-là et en fait, tu es heureux de faire tout ça, quoi. Je pense que c'est ça Ouais. ta passion. Je pense que c'est clair que ce moment présent, en fait, que ce soit dans le basket ou autre, hein, même quand je sors courir ou je sors nager ou faire du vélo ou autre, c'est vraiment ce moment présent où j'aurai une certaine euphorie ou un certain plaisir, en fait, à faire ce que je suis en train de faire. Et à chaque fois, en fait, j'essaie de me concentrer sur un point. Je te donne un exemple. Quand je sors courir,
à chaque fois que je sors courir ou que je sors faire du vélo, mais on va prendre par exemple l'exemple de sortir courir, j'essaie au fait de me concentrer sur un seul élément de ma course. Ça peut être, je sais pas moi, le mouvement des bras, ça peut être mon pied, comment je vais le poser par terre, ou un autre, ou par exemple dans le vélo, le mouvement de mes pieds, l'accélération, bref, pas mal de choses, en fait, pour essayer de développer à chaque fois un certain skill. Mais oui, je te rejoins totalement sur le fait que il y a j'arrive à un moment de plaisir. En fait, mon plaisir, c'est justement d'être là et d'essayer de réfléchir, de profiter aussi en fait de la nature, profiter. Moi, c'est un plaisir immense quand je suis parti à Lisbonne et j'étais là dans l'eau en train de nager. Il y avait personne à part André qui était là en kayak. Et voilà, d'être dans un milieu naturel. Et c'est au fait, c'est aussi une manière de se ressourcer. Euh, C'est-à-dire que je reprendrai au fait la définition de comment il s'appelle, Simon Sinek, qui disait, en fait, qui définissait les introvertis comme les introvertis, les extravertis, comme les introvertis comme étant des personnes, au fait, euh, qui vont se régénérer quand ils sont tout seuls. Et qui vont perdre en fait leur énergie quand ils sont avec beaucoup de personnes. Alors que les extravertis, c'était plus des gens qui vont se régénérer quand ils sont avec beaucoup de monde et qui vont perdre leur énergie quand ils sont tout seuls. Et je pense que je me retrouve un peu dans cette définition. C'est-à-dire que quand je vais sortir faire mon sport, euh, quel que soit le sport d'ailleurs, je vais en fait recharger mes batteries et je serai au top pour commencer une journée. C'est pour ça aussi, par exemple, que j'aime bien faire mon sport le matin. C'est intéressant ce que tu dis. Après, je ne rentrerai pas dans cette définition que tu as dit toi, mais moi, je trouve que, pour résumer, parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une des clés de la réussite dans n'importe quelle chose. Tu as parlé de demi-mesure, on a parlé de moment présent, tu es énormément dans le moment présent, dans comment tu rationalises chaque chose et les process qu'il faut que tu mettes en place et que tu essayes d'appliquer. Et je ne sais pas si tu peux rajouter certains ingrédients. Mais ce qui m'intéresse, et je te laisse réfléchir le temps que je dis ça, c'est tu tires, on va dire, de l'énergie et de la force pour continuer d'avancer lors de tes moments de solitude. D'accord? Donc, ça te permet de. Moi, je suis très dans l'énergie du karma, du cosmos, et dans le sens où c'est la mer. Je dis souvent que quand je traversais le détroit à 1000 mètres de profondeur, et tu vois cette faune et cette flore, et j'ai traversé plein de mers, et j'ai été en contact avec plein d'animaux marins, et j'ai ressenti leur énergie, sans pour autant leur prendre leur énergie, parce que leur énergie est infinie. Les arbres, la nature, c'est infini. Or, lorsque l'on est, on va dire, plutôt dans la vie citadine, on est, on va dire, dans des conflits avec des personnes, que ce soit au volant, en klaxonnant, et on va dire, si je prends son énergie, eh ben, en fait, je lui prends son énergie pour la prendre à moi. Et ce qu'il faudrait faire, c'est essayer d'être dans cette énergie infinie, en chacun se concentrant, en la prenant dans un endroit inépuisable, qui est la nature. Alors que nous, on se limite à la prendre. Là, je suis en train de philosopher un peu trop, Ouais. mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi, c'est un ingrédient essentiel, c'est prendre l'énergie dans un endroit inépuisable. Voilà, au lieu d'essayer de la prendre de quelqu'un qui, d'un côté, pourra te transmettre une mauvaise énergie et que toi, tu ne seras pas rassasié parce que ce n'est pas une énergie que tu peux digérer. Voilà. Oui, et j'ajouterais peut-être à la liste que tu as défini quelque chose, peut-être qu'on on en a parlé, mais indirectement, c'est d'avoir de l'exigence avec soi-même dans tout ce qu'on fait. Et ça, je pense que enfin, c'est un trait, on va dire, qui me caractérise, c'est d'être exigeant avec moi-même sur ce que je fais, sur les entraînements que je peux faire, sur au boulot, les différents livrables que je peux envoyer aux différents clients. Et cette exigence, en fait, elle va permettre d'élever, en fait, le niveau
et de se développer au fur et à mesure des différents jours. Je trouve que c'est important, on va dire, d'être dans l'acceptation et de se laisser guider aussi. C'est-à-dire que tu es exigeant envers toi-même. Je dois faire l'exercice comme s'il m'a été donné parce que c'est ce que je m'exige. Mais tu n'es pas là à être pointilleux sur certaines choses, quoi. C'est clairement ça, et je pense que c'est assez simple, que ce soit au niveau boulot, au niveau entraînement. Comment je peux me permettre d'être exigeant par rapport à un manager que j'ai pu avoir dans une mission, ou par rapport à toi quand tu nous as envoyé les entraînements, remettre en cause au fait que ça soit d'un point de vue pro ou d'un point de vue sportif, sur quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire, quand on ne maîtrise pas quelque chose, il faut se dire, OK, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde ne maîtrise pas 100% du cosmos, mais d'accepter le fait qu'on ne maîtrise pas, de se dire, l'autre personne, on a beaucoup à apprendre de cette personne. Il y a juste à voir ce que tu as pu faire par le passé, et de se dire, OK, une fois que j'accepte ça, et que j'accepte que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur ça, OK, je prends tel quel ce qu'on me donne, je l'applique, et je vais sûrement arriver au résultat. Et après, oui, si j'arrive pas au résultat, ou si peut-être qu'il y avait des choses à modifier, dans le futur, on va essayer justement de corriger le tir Alors, pour y arriver. alors, deux petites questions. On retourne un peu sur donc l'introversion, on a parlé. Pourquoi, si tu es une personnalité introvertie, avoir accepté de faire cette interview avec moi? En fait, en fait, au départ, ma première réaction, c'était je n'ai aucune légitimité à faire ce podcast. Non, je n'ai pas envie. Je me cache derrière, dans ma petite bulle. Non, j'ai pas envie de faire ça. Par la suite, tu m'as expliqué aussi l'objectif de ce podcast comme étant un podcast qui va à la rencontre des sportifs amateurs pour essayer de comprendre comment ils allient entre leur vie perso, leur vie pro et la partie sportive, et d'essayer d'en sortir un certain nombre de valeurs qui, on va dire, qui vont être les mêmes en fait pour les différents sportifs amateurs, ou en tout cas qui vont essayer de construire un profil d'un sportif amateur. Et par la suite, ça c'était ma première réaction. Par la suite, je me suis dit, bon, OK, je vais être dans une situation inconfortable, je vais être pas bien. C'est un peu la réflexion. Mais là, on te voit bien, hein, on te voit bien là. Ouais, que je te faisais tout à l'heure. C'est OK, je sais que je vais pas être totalement à l'aise, mais je vais y aller, et je vais le faire. Et c'était ça un peu la deuxième étape. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je te remercie, et surtout, ça permet aussi aux gens qui regardent ou qui verront cette vidéo de voir à travers les différents invités que j'ai qu'ils sont de différents profils. Ils pourront se reconnaître avec chacun d'entre eux, mais ils comprendront aussi que en chacun de nous, et c'est ce que je recherche quand tu me dis j'ai pas de légitimité, au contraire, moi quand je revois, on va dire, tout ce qu'on vient de se dire, il y a énormément, j'apprends de toi. Et il y a énormément de choses qui sont intéressantes, on va dire, pour les personnes qui verront la vidéo, euh, et qui te donne toute cette légitimité, même si toi, tu pensais que tu ne l'avais pas. Et en chacun de nous, on va dire, on a une étincelle qui nous permet de réaliser des choses qui sont de prime abord impossibles, mais qui, avec du travail et surtout de la prise de conscience. Toi, tu m'as parlé depuis tout à l'heure de certaines choses que tu as assimilées sans t'en rendre compte que tu l'avais assimilées, que ce soit tes valeurs à travers le sport, ou que ce soit ta façon de réfléchir et ton pragmatisme, c'est des choses que tu fais inconsciemment. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était ça, on va dire, avec cette interview. Et pour finir, je voudrais juste qu'on parle, si tu pouvais nous donner le secret de ta concentration. Parce que tu es quelqu'un qui arrive à focus, qui arrive à se concentrer. Et j'aimerais qu'on finisse avec ça, on va dire. Comment, parce que je redonne le titre de notre interview, c'est l'art de résoudre des équations du sport grâce au pragmatisme. Mais c'est surtout le fait de savoir placer son intention sans être distrait. Et je pense que ça, c'est une des clés de ta réussite aussi. C'est que quand tu fais quelque chose, tu es à fond dans ce que tu fais. Oui.
Oui. En fait, je vais rebondir sur ça en explicitant quelque chose aussi qui est important pour moi et que mes parents m'ont appris, c'est le sens des priorités. Quand je m'engage dans quelque chose, je vais m'engager à 100%. Si je m'engage quand je me suis engagé à faire la traversée, j'étais à 2000% sur ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire au fait que euh, quand on a un objectif, quel que soit cet objectif-là, soit on a envie d'y arriver et on va tout faire pour y arriver, soit on a envie de le faire, mais pas vraiment. Enfin, on se dit oui, j'ai envie de le faire, mais en réalité, on ne fait rien pour y arriver. Je donne une situation bête. C'est OK, j'ai un plan d'entraînement pour faire la traversée. Des fois, malheureusement, j'ai dû dire non à certains de mes amis pour aller les voir, à certaines sorties, à certaines activités autres. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas dans le sens de mon objectif. Si tu as un entraînement dimanche matin et que il t'est invité samedi soir pour un dîner, tu peux y aller, mais tu vas pas trop tarder parce que tu sais que le lendemain, tu dois te réveiller tôt pour aller dans ton entraînement. Et du coup, à chaque fois, je me posais la question qui est toute simple. Euh, Est-ce que ce que je vais faire ici va aller dans le sens de mon objectif ou pas? Si oui, c'est clair, je le fais. Sinon, ça va passer de côté ou je ne vais pas le faire à 100%, je vais peut-être faire 30 ou 40% de cette activité pour pouvoir arriver à mon objectif. Voilà, tu rajoutes un ingrédient de plus du coup au secret magique de la réussite qui est la constance et la rigueur. Du coup, c'est hyper important. Je voulais te remercier pour bah, déjà le fait que tu aies accepté de faire l'interview, mais surtout pour tout ce que tu nous as appris. Et aujourd'hui, je te dis en toute sincérité, Smaël, si tu n'avais pas ce côté professionnel et si tu étais focus que dans le sport, tu serais avec toutes tes valeurs champion olympique, sans aucun doute, parce que tu réunis vraiment tout ce que a besoin un sportif de haut niveau pour pouvoir réussir. Donc, si tu avais consacré 10 000 heures à un sport, tu aurais choisi entre le tennis, le basket ou le triathlon, tu aurais été champion olympique. Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue. Je te le dis du fond du cœur. Merci. Et peut-être le mot de la fin, déjà, merci de m'avoir invité dans ce podcast. Et peut-être le mot de la fin, pour moi, c'est que euh, dans ma vie, perso ou pro, ça a toujours été des cycles. C'est-à-dire que je pense que le corps, il est là, euh, il pourra pas subir, on va dire, un cycle constant où tu t'entraînes parce que voilà, on travaille, tu travailles de 9h à 18h, voire plus. Après tu as tes entraînements, après tu as ta vie perso, etc. Et je pense que le corps, il est pas capable de subir en fait, tout ce stress pendant une longue durée. C'est pour ça que, en fait, moi, dans ma vie, j'ai des phases. C'est-à-dire que j'aurai un projet sur 6 mois, un an où je vais me consacrer totalement à ça. Et par la suite, peut-être pendant 2, 3 mois, je laisserai un peu mon corps se reposer, se ressourcer, se retrouver. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que voilà, on n'est que des sportifs amateurs, on n'est pas pro, on ne fait pas que du sport toute la journée. On a aussi d'autres contraintes pro et perso. Et il faut aussi se laisser un peu le temps à notre corps de se ressourcer. En fait, ce que tu fais, c'est que tu prends le temps d'arroser toutes les plantes chez toi qui sont derrière, c'est-à-dire la plante familiale, la plante sportive, la plante professionnelle, et tu prends toujours le soin d'avoir cet équilibre, de chacune leur donner l'eau nécessaire pour qu'elles puissent se maintenir. C'est ça, non? Oui, exactement. Bah, écoute, Smaël, merci bien. On va traverser le détroit, restons patients Ouais. avec cette situation et Mm. on ira au bout de notre objectif. Yes. Merci beaucoup à toi. Merci, à bientôt. Salut.